Ça y est, c'est vendredi soir et on se retrouve avec Karine van der Strik. Bravo. Du premier coup. Alors, qui êtes-vous, Karine? Je suis la présidente de Je suis un héros.com. Je suis un héros.com a pour vocation de faire à la fois de l'offboarding et de la outplacement. Alors, ce ne sont pas des gros mots, ce sont juste deux outils qu'une entreprise peut utiliser pour se séparer en bons termes de ses collaborateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de attirer, fidéliser les talents, mais il faut aussi savoir s'en séparer avec éthique quand le besoin se présente. Très bien. Et donc, je suis un héros.com, est-ce qu'il y a une référence à Daniel Balavoine? Ma grande question. Pas du tout. Bien que j'étais fan quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'ai des photos de moi avec des cheveux un petit peu bouclés à cause de lui, mais j'ai bien vu que c'était pas une réussite. Donc, je suis repassée à quelque chose d'un peu plus sérieux. Non, non, je suis un héros. En fait, c'est vraiment pour accompagner les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui vont perdre leur emploi, pour les aider à mieux rebondir et à rebondir plus rapidement. D'accord, très bien. Et je suis un héros.com s'adresse à quel type de personnes, justement? Elles viennent de perdre leur emploi, mais qu'est-ce qu'elles peuvent imaginer faire par la suite? Vous les orientez? Est-ce que vous les conseillez? Est-ce que vous les guidez? Est-ce que vous les coachez? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Je fais tout ça. Tout ça à la fois. Sauf le coaching, mais on y reviendra après. En fait, mes clients, ce sont les entreprises. Parce qu'on est dans une démarche vraiment proactive. Je suis une entreprise. La vie de l'entreprise, c'est effectivement, je le disais tout à l'heure, d'attirer, fidéliser les talents, mais ça peut être aussi de devoir licencier, de se séparer soit ponctuellement d'un collaborateur, soit dans le cadre d'un plan social, où là, il faut séparer de plusieurs collaborateurs. Et plutôt que de se dire, bah, tiens, les collaborateurs, je m'en sépare et point, on n'en parle plus. Non, il va falloir minimiser un petit peu la mauvaise image sur les réseaux sociaux, minimiser les risques prud'homaux, et à ce moment-là, de dire, bah voilà, Karine, j'aimerais que mes collaborateurs, aient un accompagnement ensuite, quand ils sont sortis des effectifs, ou même, c'est arrivé, j'ai des exemples, pendant le préavis. À ce moment-là, je vais m'occuper du collaborateur qui devient mon héros, qui s'écrit ERO, puisque c'est l'acronyme de En recherche d'opportunités. Et le héros, je vais l'accompagner dans ses démarches de recherche d'emploi sur une partie technique. Comment on refait un CV, comment on fait une lettre de motivation, comment on se prépare à un entretien d'embauche. Parce que souvent, les gens se disent oh, « pourvu que je n'ai pas de questions pièges ». Il n'y a pas de questions pièges. Il y a juste des questions qui vont être préparées ou pas. Si elles ne sont pas préparées, forcément, c'est comme quand on était à l'école. Vous n'avez pas appris votre leçon, vous êtes sûr que le prof va vous interroger. Dans l'entretien d'embauche, c'est pareil. Il y a une question que vous ne voulez pas avoir, vous êtes sûr que vous allez l'avoir. Si vous la préparez, ça ne vous fait plus peur. Et après, je vais avoir une partie un petit peu plus valorisante. Moi, je dis que la recherche d'emploi, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus se morfondre. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont déjà été en recherche d'emploi au moins une fois dans leur vie, ou en tout cas, ou quelqu'un dans leur entourage qui a été au chômage. Je voulais revaloriser ça, justement. Et moi, je vais être le petit trublion qui, le long de la recherche d'emploi, qui va sauter quand elle va voir que le héros va avoir un peu plus de mal, qui va être là, hey, vas-y, tu peux y arriver, ne lâche pas. Je ne fais pas d'assistanat, je ne traîne pas des gens comme moi, comme ça derrière moi. Par contre, il y a des personnes qui sont très motivées, mais qui peuvent d'un seul coup lâcher parce qu'il y a eu 5 réponses d'un seul coup, 3 réponses d'un seul coup négatives. Et là, la personne n'y croit plus. Et c'est là que, hop, je l'attrape par la main et je l'accompagne et je le tire. Et je le tire. D'accord. Alors, vous parliez du fait que coach, on allait y revenir. Pour quelles raisons? Entre guide et coach, quelle est cette différence? Alors, je ne suis pas coach, déjà parce que je n'en ai pas le diplôme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un coach ne va pas beaucoup donner de préconisations, ne va pas donner beaucoup de solutions parce qu'on va être beaucoup dans l'introspection et d'aller chercher un petit peu en soi les réponses. Moi, je n'ai pas le temps. L'objectif, c'est que le héros retrouve du travail assez rapidement, le plus rapidement possible en tout cas. Donc, des pistes de solutions, voire même des solutions, j'en donne, des préconisations, j'en donne, des petits coups de pied aux fesses aussi des fois parce qu'il faut les remotiver, les rebooster et leur redonner l'envie de chercher un emploi. Et par contre, je suis guide, parce que pour être guide, il faut avoir un BTS de tourisme, et celui-là, je l'ai comme diplôme. D'accord, donc vous parliez tout à l'heure de leçons à apprendre à l'école. Vous avez bien appris vos leçons pour aller jusqu'à ce BTS de tourisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous portait, l'école, les études? Non, c'est pas quelque chose qui me portait, c'est assez particulier maintenant que j'y repense. En fait, pour être très précise, j'ai voulu faire un BTS de tourisme parce que quand j'étais jeune, je voulais être Julie de la croisière s'amuse. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous êtes un peu jeune, mais en tout cas, je voulais être Julie de la croisière s'amuse. Je voulais être celle qui fait que les gens étaient heureux et se sentaient bien sur le bateau. Donc je me dis que tout compte fait, ce que je fais aujourd'hui, je l'avais en moi il y a très longtemps déjà. Je l'ai mis au service d'autres personnes, de personnes sans emploi, mais
c'est dans ma nature, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ce BTS tourisme et je suis un héros.com Ça a été 3 ans de carrière au Club Med, où j'ai rencontré mon cher et tendre époux, aujourd'hui, qui est le père de mes enfants aussi. Et puis, on a beaucoup bougé. J'ai fait différents métiers. Alors, très rapidement, j'ai été responsable qualité chez Audi Volkswagen, donc rien à voir. On était dans les normes ISO 9001, 14001, tout ce qui est sécurité et environnement. Je suis passée de l'autre côté du miroir en revenant, parce qu'on a beaucoup bougé, du coup, en France. J'ai suivi mon mari. Et c'était un choix, je le dis et je l'assume. Et puis ensuite, j'ai dit, moi je suis Seine-et-Marnaise de naissance. Donc je dis, je voudrais revenir en Seine-et-Marne. Et je suis passée donc de l'autre côté du miroir, parce que j'ai travaillé 10 ans chez AFNOR, où là c'est moi qui organisais les audits QSE, qualité, sécurité, environnement, pour des grands comptes, comme le compte Vinci, comme 3M, Eurovia, SPI Batignolles. Et aussi, j'ai labellisé toutes les préfectures. J'ai travaillé avec le ministère de l'Intérieur et j'ai labellisé toutes les préfectures selon un référentiel interne. Et puis, j'ai perdu mon job après 10 ans. Voilà, j'avais fait le tour du job. On s'est séparés en plutôt bons termes avec AFNOR. J'ai voulu retrouver un emploi. Il y a des choses que je ne voulais plus faire. Comme je le dis souvent, je suis experte en rien du tout. Par contre, je suis une excellente généraliste. C'est-à-dire que j'ai des connaissances sur beaucoup de domaines, sur plein de choses. Et après, je sais m'appuyer sur mon réseau pour aller chercher les expertises dont j'aurais besoin. Et un jour, je refaisais mon CV, j'étais en train d'écouter un débat à la télévision sur la qualité de vie au travail, quelque chose qui m'impactait, pour laquelle j'étais déjà très investie chez AFNOR, sur un groupe à part. Et je les entendais dire qualité de vie au travail, et moi j'étais sur mon CV, et je me revois dans mon salon, avec mon stylo à la main, à jeter mon stylo dans mon salon, à dire, je suis désolée, je vais un petit peu vulgaire, si vous me faites chier avec votre qualité de vie au travail, moi j'ai pas de travail. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de qualité de vie? Et c'est là, en m'entendant dire ça à voix haute, que j'ai commencé à me dire, ah, il y a peut-être un truc à faire. Et ensuite, c'est de se dire que moi j'étais toute seule en train de rechercher un job, et que si ça se trouve, 3 rues plus loin, il y avait quelqu'un aussi qui cherchait un job, et que si on se mettait toutes les deux ou tous les deux, tous les 15 jours, peut-être que ça pourrait aider, mutualiser un petit peu nos expériences. Et au début, je voulais créer un réseau social pour réseau chômeur. C'est vendeur quand même. Et un réseau social pour chômeurs. Et puis l'idée a évolué. Je voulais quelque chose de valorisant. Je voulais revaloriser les gens. Aujourd'hui, quand on parle des chômeurs, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, c'est très dévalorisant. On parle du chômage de masse, des chômeurs profiteurs. Et au final, en fait, personne ne nous parle. Beaucoup parlent de nous, les chômeurs, et personne ne nous parle. Et c'est de là qu'est née l'idée de je suis un héros.com que j'ai développée toute l'année 2018, parce que j'ai eu l'idée en 2017. 2018, j'ai testé gratuitement sur 63 personnes. J'ai gagné le prix de la créativité de Seine-et-Marne en 2018, dans la catégorie sociale et solidaire. Félicitations. Merci beaucoup. Et puis 2019, il a fallu que je retrouve un petit peu de travail aussi, parce que bon, Pôle emploi a ses limites. Mais bon, Pôle emploi était là, c'était déjà bien. Et je suis rentrée en couveuse d'entreprise, avec le réseau France Active, qui m'a permis en fait de me développer, de me former sur d'autres compétences, comme la création d'entreprise. Et au final, le 17 mars 2020, confinement, je me suis dit, je m'immatricule, si j'y vais pas maintenant, je n'irai jamais. Et je me suis matriculée, donc le 17 mars 2020, je suis un héros.com, est une SASU et accompagne des personnes maintenant. C'est audacieux en tous les cas, rien que de marquer cette date de premier jour de confinement, de dire moi j'y vais quand même et je lance, je crois en mon projet, c'est beau. Je croyais très fort en mon projet, j'y crois toujours et je pense que la Covid a changé plein de choses et le confinement aussi. Et même si on n'a pas encore les retours, on parle de la grande démission, des gens qui s'en vont, donc forcément ils ne vont pas faire appel à moi. On parle des gens qui ont besoin d'attirer les talents, on parle du manque de talents, de main-d'œuvre, de choses comme ça. Mais des licenciements, il va y en avoir. Aujourd'hui, on a beau dire, les entreprises ne communiquent pas comme ça parce qu'on ne peut pas communiquer positivement sur un licenciement. Aujourd'hui, avec je suis un héros.com, on peut. Les entreprises qui licencient, tout de suite, c'est des gros méchants, des vilains patrons. Non, aujourd'hui, il y a des TPE, il y a des PME qui sont obligés de licencier parce que, pour des raisons X ou Y.
et qui veulent licencier bien parce que ce sont des chefs d'entreprise qui ont vu ces personnes-là grandir. Ça fait 10 ans qu'elles travaillent avec elles. C'est pas du tout le grand patron qui a un parachute doré, qui est au capital, c'est pas un actionnaire. Voilà, c'est une personne qui a envie de bien faire les choses et qui va faire appel à moi. Alors, pour avoir vu ce qu'était la QVT, justement, dans les grands réseaux, je ne vais pas reciter de noms que vous avez cités tout à l'heure, mais est-ce que vous avez senti que votre concept pourrait intéresser justement ces grands groupes, ces grandes entreprises, ou est-ce que c'est quelque chose qui va, comme vous dites, plutôt intéresser les plus petites entreprises qui ont vu évoluer leurs salariés? C'est une question compliquée. Non, c'est pas compliqué parce que on va être, oui, je vais intervenir sur des entreprises qui vont avoir entre eux, on va dire, de 10 à 500 collaborateurs. Les grands groupes, ils vont faire appel à des grands cabinets d'outplacement qui en général ont pignon sur rue à Paris et qui vont être plus sur de la masse, sur de la volumétrie, vraiment. Moi, je ne vais pas accompagner 120 personnes d'un seul coup. Je n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas les compétences et je n'en ai pas l'envie. Pourquoi? Parce que j'ai envie de personnaliser l'accompagnement que je fais. Et j'ai envie que quand les héros viennent, qu'ils se sentent importants, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas un numéro. Je vais redire, pour les moins de 20 ans, c'est comme le prisonnier, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Mais voilà, c'est de se dire, je suis quelqu'un, je vaux quelque chose sur le marché. Parce que la première chose qu'il faut que les gens comprennent quand ils perdent leur job, c'est qu'ils n'ont pas perdu leurs compétences, ils ont juste perdu un employeur. Donc les compétences, ils les ont, il faut juste leur réaffirmer. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose pour les entreprises, c'est que je vais avoir une cible très particulière. Aujourd'hui, on est en France, on a de la chance. On a beau râler souvent les Français, mais on a beaucoup de chance. Pour les métiers qui sont un peu plus précaires, des accompagnements, il en existe énormément. Que ce soit des associations, que ce soit par les départements, par la région, parfois même en combiné avec Pôle emploi, des accompagnements, il en existe beaucoup. Ensuite, vous avez des accompagnements pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, comme je vous disais, les cabinets d'outplacement qui sont très connus. Ça, il en existe. Sur la strate intermédiaire, quand vous êtes dans le middle management, dans le management intermédiaire, quand vous n'êtes pas tout à fait cadre, que vous êtes agent de maîtrise, quand vous êtes dans des métiers du tertiaire, et bien là, à part Pôle emploi et l'APEC, qui une fois encore, on a de la chance, on est en France, existent, malgré ce qu'on puisse leur reprocher, ils existent, et ils ont le mérite d'exister, mais l'accompagnement laisse un petit peu à désirer, parce que souvent ces personnes-là sont autonomes, sont déclarées autonomes, parce qu'ils ont un ordinateur, qu'ils savent s'en servir, qu'ils savent se débrouiller, sauf que ce n'est pas forcément les personnes qui savent le mieux se débrouiller dans la recherche d'emploi. La recherche d'emploi, aujourd'hui, il y a des codes, et ces codes, quand on ne les connaît pas, quand on nous dit, je vous donne un exemple, j'ai envoyé 150 CV, je n'ai pas de réponse. Oui, mais le CV, il n'y a pas de titre dans le CV. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les codes, c'est que les CV, on les envoie comment? On ne les envoie plus par courrier. On les envoie via nos ordinateurs. Donc en fait, sur les CV, il faut parler aux algorithmes avant de parler à l'humain. Donc il faut utiliser des mots-clés. Et comme je le dis souvent, les gens disent « Oui, mais c'est pas juste, c'est machin ». Je dis « Oui, mais c'est l'opération des 5 C ». C'est con, mais c'est comme ça. Donc il faut faire avec. Il faut faire avec. Okay. Donc les CV, voilà, il y a des mots-clés, il y a des codes qu'il faut utiliser, il y a plein de choses qu'il faut faire avec photo, pas photo. Si dans le cahier des charges, le recruteur dit « Je veux des photos », bah, si votre CV n'a pas de photo, l'algorithme, il le pousse. Et du coup, l'humain ne va pas lire votre CV. Donc il y a plein de codes comme ça qui sont à trouver. Et le temps de les trouver, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, je vais aider les gens à les trouver et à le faire assez rapidement. Et le dernier exemple que j'ai en date est une belle réussite sur une personne que j'ai accompagnée, une femme, 44 ans, donc, voilà, qui est depuis 19 ans dans la même entreprise, donc sans chercher de boulot. Licenciement économique, donc manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, je ne vais jamais y arriver. J'ai commencé à l'accompagner en octobre 2022. Elle finissait sa mission en janvier, le 31 janvier 2023. Le 2 février 2023, elle était en poste dans une autre structure. C'est vraiment super, parce que ça veut dire qu'en 3 mois d'accompagnement, elle a retrouvé du boulot. En général, il faut un peu plus longtemps quand même, mais là c'est assez extraordinaire. Si on prend le process habituel, c'est-à-dire que le 31 janvier elle aurait fini
son préavis, enfin sa mission. Le 1er février, elle aurait dû s'inscrire chez Pôle emploi. Elle aurait eu un rendez-vous entre 4 à 6 semaines après, c'est-à-dire début mars, mi-mars, d'accord ? Une fois qu'elle aurait eu son premier rendez-vous, elle aurait eu ensuite 2 semaines après un autre rendez-vous pour commencer à travailler sur son CV. Ça veut dire que là, on aurait déjà perdu quasi 2 mois. Eh oui. Aujourd'hui, elle est en poste. Et j'avoue que c'est une très grande fierté. Et ce n'est pas la seule. Mais alors, est-ce qu'il y en a une autre réussite dont vous aimeriez nous parler? Alors, il y en a une autre où là, c'est un accompagnement un peu plus light. Pareil, une personne qui était sur un métier de la restauration et qui voulait devenir hôtesse de l'air, alors qui avait passé certains examens qu'elle devait faire. Et en fait, je l'ai mise en relation avec d'autres personnes. C'est pour ça que je disais que je suis une excellente généraliste et j'ai un réseau derrière qui me permet de pousser l'expertise. C'est que je l'ai mise en relation avec une hôtesse de l'air qui lui a expliqué comment, en plus elle voulait rentrer chez Air France, et comment ça se passait. Et là, je suis super contente parce qu'elle ne rentre pas chez Air France, mais elle rentre dans une compagnie aérienne. Selon les codes qu'on lui a donnés ici, elle va avoir 4 semaines de formation et suite à la formation, ensuite elle va voler sur des moyens courriers. Donc je suis super contente parce que c'était un grand écart et un peu inespéré aussi. C'est de très chouettes modèles de réussite en effet. Et où est-ce qu'on peut vous trouver du coup? Est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet? Alors sur LinkedIn, bien évidemment. Sur Facebook, j'y suis un petit peu moins, mais sur LinkedIn, je suis beaucoup. J'ai un site internet. N'allez pas le chercher tout de suite, je vous le dis. Il faut encore quelques semaines là, parce qu'il est complètement en refonte entièrement, pour que chacun soit le héros de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je donne une autre dimension. Aujourd'hui, les héros n'étaient que, entre guillemets, mes utilisateurs. Et au final, en discutant avec les gens me disent « Oui, mais toi aussi, tu es un héros quelque part. » Et puis les entreprises qui font appel à moi sont des héros aussi. Les DRH, les directeurs, les dirigeants. Et vous me parliez tout à l'heure de QVT. Moi, je suis plus sur quelque chose aujourd'hui de société à mission, comme on dit, ou d'entreprise à mission, où on va encore au-delà. Avec la loi Pacte, où on parle de raison d'être de l'entreprise qu'il faut mettre dans ses statuts. Donc ces entreprises-là qui font des choses vraiment où il y a de l'éthique derrière, jusqu'au licenciement, parce qu'une fois encore, ça arrive, et il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas le mettre comme la poussière sous le tapis, comme on dit. Voilà, ces gens aussi sont des héros. Et sur le site, il y aura les significations pour chacun du ERO à chaque fois. D'accord, alors quelle autre signification peut avoir ce ERO? Alors moi, ce serait plutôt, en ce qui me concerne, c'est entrepreneur responsable et optimiste. Et puis pour les entreprises, ça serait en route vers l'offboarding. On en parlait tout à l'heure. L'offboarding, moi je suis plutôt attachée à la langue française, mais je garde l'anglicisme volontiers parce que son pendant, donc, c'est l'onboarding. L'onboarding, ce sont toutes les procédures mises en place pour l'intégration d'un collaborateur. Donc l'offboarding étant son pendant, si je le traduis, c'est toutes les procédures de désintégration du collaborateur. Parfois, dans certaines entreprises, on n'en est pas loin quand même. Mais je n'ai pas envie de traduire comme ça. J'ai vraiment toujours envie de positiver sur les mots, de trouver quelque chose d'optimiste. Donc, je garde l'offboarding. Et l'offboarding, c'est tout ce qu'on va mettre en place hors la partie juridique. Ça, de nouveau, j'ai aussi les partenaires ou le réseau qui pourraient gérer la partie vraiment très, très juridique. Mais moi, je vais être plus sur la partie... Quand on a pris la décision de se séparer du collaborateur jusqu'à sa sortie, qu'est-ce qu'on met en place? À la fois sur le convivial, entre guillemets, même si on estime peut-être que le collaborateur ne le mérite pas forcément, parce que quand on licencie quelqu'un, on se dit « il ne mérite pas ». Oui, mais si on veut que ça se passe bien après, si on veut, j'en reviens, minimiser les risques prud'homaux, minimiser une mauvaise image sur les réseaux sociaux, alors à ce moment-là, il faut mettre des choses en place, comme peut-être continuer à l'inviter aux réunions, l'autoriser à faire un pot de départ avec ses collaborateurs, s'assurer que quand il s'en aille, qu'on récupère bien l'ordinateur, le téléphone portable, toutes les affaires, la voiture de fonction qu'ils peuvent avoir. Ça peut être aussi couper les accès sur l'intranet, sur quel qu'il soit, rendre les badges. Voilà, c'est toutes ces procédures auxquelles il faut penser, voire même d'autres au fur et à mesure qui peuvent se mettre en place et auxquelles l'entreprise pourrait penser, auxquelles je n'aurais pas pensé moi. Donc finalement, c'est une chance pour les deux parties. Exactement. Vous intervenez. C'est un très beau concept en tous les cas. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut également vous féliciter car récemment, vous avez été élue présidente du CEV. Exactement. C'est bien ça. Qu'est-ce que le CEV? Le CEV, c'est le Club des entrepreneurs du Val d'Europe.
D'accord. Et alors, comment est arrivée cette élection Est-ce que vous êtes présenté avec toute une campagne ou est-ce qu'au Non, contraire... il y avait une AG, il y avait la lumière, je suis passée, j'ai dit ok, j'arrive, ils ont dit oui, non, je rigole. Mais vous êtes déjà tout en lumière, c'est pour ça. Non, le CEF, c'est une histoire vraiment de cœur. 2018, quand j'ai gagné le prix de la créativité de Seine-et-Marne, j'ai rencontré son président, Jean-François Quérault, et j'étais en couveuse d'entreprise. Et il me dit, mais venez au CEF. Je dis oui, mais je suis un bébé entrepreneur. Mais il me dit non, venez au CEF, il n'y a pas de souci. Et j'ai adhéré au CEF début 2019 et j'ai fait premier grand event qu'ils organisaient, qui était la soirée de gala. 250 personnes. Alors moi, la tête dans les épaules comme ça, parce que des gens de chez Disney, de chez AG2R La Mondiale, de KPMG, enfin des grands comptes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas ma place du tout. Et en fait, ces gens-là m'ont parlé comme à leur père. Ils m'ont pas prise de haut, ni rien. Et en fait, il y a un état d'esprit au CEV qui est vraiment très convivial. Il y a un véritable accueil. Et j'en reviens un peu à ma Julie de la croisière Samus, et je me suis sentie bien accueillie dans ce bateau. Mmh. Et j'ai commencé à vouloir m'investir un petit peu plus parce que je suis très attachée au territoire de Val d'Europe. Je trouve que c'est un très très beau territoire et en plein développement et avec de très belles choses, à la fois à titre perso et à la fois à titre pro, parce que j'habite sur le Val d'Europe et je suis immatriculée sur le Val d'Europe. Et quand il y a eu la Covid, moi j'avais un peu plus de temps parce que je venais m'immatriculer et je leur ai dit, tiens, ça serait bien de savoir comment vont nos adhérents. Et c'est vrai que les autres membres du bureau n'avaient pas vraiment le temps parce qu'ils avaient leurs entreprises à vraiment faire tourner et tout. Et je dis, je vais prendre mon téléphone et je vais le faire. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître beaucoup d'adhérents et à me faire connaître. Et on en a fait une enquête de cette campagne téléphonique qu'on a remise à nos élus, alors à la fois du territoire et à la fois aussi départementaux, parce qu'on a mis une copie à Patricia Lemoine qui a remonté même plus haut l'enquête. Et de fil en aiguille, je suis devenue responsable du pôle relations adhérents. Et Jean-François, qui voulait, ça faisait 6 ans qu'il était à la tête du CEV, m'avait plusieurs fois dit, moi je voudrais bien un petit peu me retirer, mais je ne veux pas laisser le CEV à quelqu'un qui prendrait les clés et on ne sait pas ce qu'il va en faire. On voulait que le CEV reste dans cet état d'esprit-là, parce qu'il l'est depuis le début quasiment. Et donc il m'a demandé de prendre la présidence, je lui ai dit oui, et lui en plus ce qui était génial, c'est qu'il voulait continuer à s'investir pour le CEV, donc il est mon vice-président, très présent aussi, et quand j'ai besoin de lui, on a les mêmes pouvoirs décisionnaires, on est vraiment tous les deux, il y a 2 têtes à la tête du CEV pour l'instant, et c'est très très bien, moi ça me va très bien. Et il est c'est un petit peu mon Pygmalion sur le sujet. Mais alors du coup les valeurs du CEV et les valeurs de jesusunhéros.com se sont bien trouvées finalement. Oui. Et vous les représentez assez bien, en tous les cas, en tant que femme également, dans nos échanges, je l'ai vraiment ressenti. Merci. Est-ce que vous souhaiteriez donner un conseil justement à toutes ces personnes en recherche d'emploi ou qui cherchent ce rebond justement? Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui nous regardent, ça pourrait éventuellement en inspirer certains? Ce que je constate, c'est que souvent, j'ai souvent des femmes. Et c'est vrai que les femmes, c'est moi la première d'ailleurs. Il y a quelques années, je me présentais comme fondatrice de jesusunhéros.com. Alors, aujourd'hui en France, quand on est, peut-être ailleurs, mais je parle de la France parce que je connais, en France, quand on crée une entreprise, on a le statut qui va, il y a le statut juridique de l'entreprise et on a le nom qui va avec. Donc, moi, je suis en SASU, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis présidente. Mais je trouvais que ça faisait pompeux. Je me dis, oh là là, ça fait pompeux. Hein. Et j'ai lu un livre que je trouvais assez génial de Gaëlle Châtelain-Berry qui s'appelle Sois un homme, ma fille. Qui est une des top voice sur LinkedIn, Gaëlle, et qui a été au point de départ de jesusunhéros.com aussi sur un retour d'expérience très, très intéressant. Et il explique que souvent les femmes, en fait, n'osent pas se mettre en avant par rapport à certains points. Et que, par exemple, une offre d'emploi, si elle correspond à 80% de ce que vous pensez pouvoir faire, les femmes ne vont pas postuler. Alors qu'un homme à 60% va postuler. Et là, de se dire, ok, Karine, tu as créé ta boîte, tu es chef d'entreprise, donc arrête de croire que tu es la petite fondatrice qui a créé son petit truc bling bling. Non, tu as créé une société, tu es présidente. Donc aujourd'hui, je me présente comme présidente. Et aujourd'hui, les femmes sont souvent dans la recherche d'emploi, doutent beaucoup plus que les hommes.
Et l'approche est complètement différente que je peux avoir avec une femme ou avec un homme. Avec un homme, je vais être très pragmatique, on va être beaucoup plus sur la technique. Une femme, on va être beaucoup plus un peu sur le ressenti des choses. Sur la préparation, par exemple, aux entretiens, une femme va presque arriver en s'excusant de ne pas avoir passé d'entretien depuis 5 ans. Un homme ne va jamais faire ça. Donc en fait, c'est vraiment très individualisé, très personnalisé, je m'adapte vraiment en fonction de la personne. Il y a des personnes que je vais accompagner, je vais les avoir pratiquement toutes les semaines au téléphone. Et vous me posiez la question tout à l'heure de me dire, on vous trouve où? L'avantage que j'ai aussi, c'est que je travaillais déjà en visio, à distance, avant la Covid. J'ai accompagné des héros quand j'ai testé sur les 363 personnes et même après, j'ai accompagné des gens à Bordeaux, j'ai accompagné des gens à Lille, j'ai accompagné des gens dans le sud, à Toulon. Donc je peux être partout. Ça peut être par téléphone parce qu'il y a des gens qui arrivent à se lâcher un peu plus, être plus ouverts quand ils ne me voient pas, même en visio. Donc par téléphone, ils vont être plus dans la communication, dans me dire des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de dire tout de suite. Et je dois reconnaître, et c'est absolument pas prétentieux de ma part, mais que les gens se confient assez facilement avec moi, mais parce que mon premier truc, c'est il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas toujours facile, je ne le nie pas, mais en tout cas, quand j'ai une personne, j'essaie de ne pas avoir de jugement de valeur. Et la personne, en fait, sait qu'elle va pas avoir de « Oh, t'es au chômage? Oh là là, oh, tu pars en week-end? Non mais tu cherches du boulot, pourquoi tu pars en week-end? Oh, t'as été au cinéma, mais t'as pas du boulot à chercher ?» Tous ces petits trucs comme ça, ils l'auront jamais avec moi. Si tu vas au cinéma, mais ouais, vas-y, t'as raison. N'y va pas tous les jours. Mais si cet après-midi, J'ai un exemple sur le sujet qui est assez rigolo d'ailleurs, parce que j'ai une de mes héros un jour qui m'appelle, qui est à Bayonne, et qui me dit « Oh là là, j'irai bien à la plage cet après-midi, mais il faut que j'envoie mes CV. » Je dis « Écoute, va à la plage, profite, et quand tu reviens, par contre, demain matin, tu t'y remets à fond. Quoi. » Et je dis « Je te préviens, demain matin, je te rappelle. » Et le lendemain, je la rappelle, et elle me dit... Elle m'a fait rire, elle avait pris des coups de soleil. Bah, du coup, je l'ai charriée pendant 3 mois parce que, voilà, elle avait pris des coups de soleil, mais c'était rigolo. Et ça lui a fait tellement de bien cet après-midi-là qu'elle s'est remise dans sa recherche d'emploi le lendemain, mais à fond. Alors que si elle ne l'avait pas fait, parce qu'on aime bien culpabiliser quand on est en recherche d'emploi, si elle ne l'avait pas fait, elle n'aurait pas été efficace du tout. Et elle a été beaucoup plus efficace le lendemain en s'y remettant que de le faire l'après-midi. Il lui suffisait juste après de passer entre les mains de Malou, notre maquilleuse, que l'on remercie également. Exactement. En tous les cas, vous soutenez beaucoup de personnes. Alors, toute l'équipe de Mon Quotidien TV vous souhaite tout le meilleur. L'émission arrive déjà à sa fin. On remercie toutes les personnes qui ont regardé cette émission aujourd'hui. On fait un énorme coucou à José Pierre qui nous regarde, on le soutient de tout notre cœur, toute l'équipe de Mon Quotidien TV le soutient. On a Karim à la réal, on a Patrice et Jean-Sébastien à la production, coproduction, Malou au maquillage. Et en tous les cas, on vous souhaite un bon week-end. À bientôt dans Mon Quotidien TV.